première rencontre avec Abraham Salem. Cette première rencontre pourrait être aussi le début de l'histoire de la navigation du XXe siècle en Polynésie, puisqu'Abraham Salem, capitaine fameux, va nous raconter au cours de cet entretien comment l'on construisait autrefois les côtres, ces merveilleux petits bateaux avec lesquels on naviguait dans le lagon, bien sûr, mais avec lesquels aussi on faisait du copra et même des voyages vers la grande île qu'était Tahiti. Une histoire donc absolument unique qu'il ne faut pas perdre d'une oreille. Abraham Salem, bonjour. Bonjour. Et merci de me recevoir. Vous connaissez mon amour de la mer et des bateaux, et vous devez imaginer la joie que vous me donnez en évoquant la navigation, votre navigation. Et je remercie aussi Jean-Baptiste Pasquini, capitaine plus jeune, mais aussi renommé que vous, et qui m'a permis de vous trouver dans votre maison où nous sommes en ce moment. Alors Abraham, il faut commencer par le début. Je croyais que vous n'étiez pas né au Tuamotu, et vous avez dit tout de suite, mais je suis Pomotu. Mais votre père n'était pas Pomotu. Mon père, c'était un pur Libanais. Premièrement, je vous souhaite le bienvenue. Et chez moi, je suis heureux de vous recevoir. Alors, mon père, par exemple, il était jeune quand il est venu ici. Il y a longtemps, ça, il était jeune, tout à fait, il avait 17 ans. Il était venu, à cette époque-là, quand il a quitté le Liban, par des goélettes qui passaient pour venir à San Francisco ou à Los Angeles, n'importe où, parce qu'il allait chercher son frère. Son frère est déjà en Amérique. Alors lui, quand il est sorti de l'école, alors ils ont été 3 personnes. Ils sont montés sur une goélette qui venait en Amérique, en cachette. Clandestin? Clandestin. Passager clandestin? Clandestin. Mais le bosco de ce bateau-là, il aimait mon père, et puis il acceptait de prendre soin à bord. Et puis ils sont partis, puis au mi-chemin, le capitaine a trouvé ces 3 passagers clandestins. Alors, il ne peut pas venir en arrière, parce que quand il arrive en Amérique, pas de papier, ni autorisation, rien du tout. Alors qu'est-ce qu'ils font les autorités américaines? Ils prennent et puis mettent en prison. Prison, c'est une prison pour garder. Oui. Et puis il y a des familles, par exemple, qui viennent prendre des cautions et puis qui prennent leur famille. Et puis voilà, il a trouvé un type, un Libanais. C'est ce qu'il fait, ce Libanais-là, chaque fois qu'on est des bateaux arrivés, il vient sur le port pour regarder, et puis chez les gendarmes pour voir est-ce qu'il n'y en a pas un Libanais qui vient en cachette d'abord au Liban, mais en Amérique. Et puis voilà, il a trouvé mon père. Alors mon père, il ne parle pas d'autre langue, il parle rien que la langue libanais. L'anglais, il ne comprend pas bien, ni français, pas bien. Alors le type qui est venu, un type qui était assez millionnaire, il parlait à cette époque-là, d'après mon père qui me raconte l'histoire. Il a parlé à ces jeunes, non parce qu'il était jeune. Alors il a parlé en anglais, alors mon père il ne connaît pas. Il parlait en d'autres langues qu'il ne connaît pas, espagnol il ne connaît pas. Alors il parlait en arabe, alors qu'il a compris en arabe, alors, parce qu'il était arabe, il parlait ensemble. Comment tu es venu, mon père a raconté toute l'histoire. Et comment tu t'appelles? Il a dit, moi je m'appelle Elias Salem. Voilà le nom de mon père. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu es venu ici? Alors il dit, je viens rejoindre mon frère. Et comment s'appelle ton frère? Il s'appelle Halil Salem. Il était commerçant ici, là-bas en Amérique. Et encore, son frère, il travaillait avec ce type-là, c'était un grand commerçant. C'est lui qui livrait les marchandises à tous les Libanais qui sont en Amérique. Et puis, mon papa commence à pleurer parce qu'il était jeune, il ne veut pas sortir. Alors il dit, t'en fais pas, je vais sortir d'ici. Et puis, enfin, je vais raconter toute l'histoire. Et là, à la fin de compte, il a fait sortir mon père. Il a travaillé, mon père, avec son frère. Et puis, après, il a pris des commerces pour lui-même. Ils sont 2 Libanais. L'autre, il s'appelle Pierre, et mon papa, il s'appelle Elias. Alors, ils ont fait des commerces colporteurs, c'est-à-dire fait des valises, porte-à-porte. En Amérique, tout ça. Et puis, il commence à apprendre l'anglais. Il a appris l'anglais facilement, parce que, vous savez, tous les Libanais, ils apprennent vite les langues, comme moi aussi.
jusqu'à présent. Attends, je vais vous raconter après ma vie. Et puis voilà, il commençait à parler bien de l'anglais. Et puis il a travaillé. Et puis avec tout l'anglais, on a dit parler Honolulu. Il y a un joli pays, Honolulu, Hawaï. Alors ils sont pris de bateau encore pour venir à Honolulu. Alors Honolulu, et puis ils ont entendu parler d'Haïti. Ensemble, ils sont venus à Tahiti. Il est resté ici, il travaille ici, il fait la même chose. Il fait du commerce porte-container. C'est-à-dire porte à porte, ils vendent des marchandises. Et ensuite, il s'était engagé parce qu'il parlait bien de l'anglais avec la compagnie SCO, la compagnie allemande. Mais oui, qui était implantée à Tahiti. Oui, alors il travaillait pour ces comptes-là et puis il l'envoyait faire du commerce à Rangiroa. Et à la fin des comptes, puis il a quitté, il n'est pas ça, et puis il a fait le commerce pour lui-même. Alors il travaillait avec la compagnie navale, une compagnie française. Alors, il prend des marchandises, et puis il va à Rangiroa, il fait des commerces avec son copain, en Libanais. Et puis enfin, certaines années, il est reparti en Liban, il est marié avec ma maman. Alors, moi, je n'étais pas encore dans le monde. Ils sont revenus encore ici, ils ont travaillé ici, avec ma maman. Ma maman, elle est toute jeune femme. Il s'est marié, il a 14 ans. Mon père, il a 27 ans. Et puis, je me suis né ici en 1902. Alors, ils sont revenus à Rangiroa. Ils sont revenus à Rangiroa. Et tout ça, tous ces voyages, c'était en bateau, bateau à voile, bateau à voile, bateau moteur, tout ça qui venait. Mais j'ai pas compris quel bateau, quel est le nom des bateaux. Ouais. J'ai pas cette attention de demander à mon père. Mais mon père m'a raconté toute cette histoire, sa vie. Et puis, c'est le premier enfant, c'est moi. Alors, en 1902, je suis né ici. Le 2 février. 2 février 1909. 2 février 1909. Et puis, il y a encore une autre sœur qui est née aussi après moi, s'appelle Maria. Et puis encore une autre s'appelle Hélène, là, Madame Toya, si vous voulez. Nous sommes 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et puis ma maman, il avait 16 ans quand elle a eu son premier enfant. Et puis à la fin du compte, ma maman elle dit elle n'a pas aimé les Tuamotu, et c'est pas ça, c'est pas une vie pour elle, parce que les gens, elle parle pas bien le français, ils parlent pas le tahitien, ils parlent juste la langue libanaise, si vous voulez, la langue arabe. Ensuite, et puis maman elle dit à mon papa, mais nous avons des enfants, on va mettre tout chez nous, nous avons assez de l'argent ici, pourquoi faire rester ici, on a assez de l'argent, avec l'intérêt de l'argent, on peut vivre au Liban. Et nous avons des biens aussi au Liban. Et puis voilà, nous sommes partis. Alors moi, j'avais 13 ans à cette époque-là. Vous avez quitté les Tuamotu. J'ai quitté les Tuamotu, j'avais 3 ans. Ahora
Arrivé là-bas en Liban. Alors vous êtes parti comment? Ah mais là vous ne pouvez pas vous en Ça, je ne veux pas savoir. Mais non, vous étiez trop petit, oui. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé à mon père comment on est parti. Et puis on est arrivé en Liban en 1912, naturellement. Et puis voilà, il commence à faire des contacts avec les gens pour prêter l'argent par intérêt, tout ceci et cela. À l'époque, papa, il a prêté l'argent en or. Et voilà, en 1914, la guerre qui éclate. À tout cet argent-là, il a perdu, on rembourse par papier. Mais il faut pour rembourser un livre en or, il faut avoir un sac de papier pour rendre. Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'il avait? Enfin, il est tombé faillite. Il a fait un petit commerce aussi là-bas avec des copains. Et puis voilà, on travaillait pour avoir des enfants encore, parce qu'il a fait encore des enfants encore, le courage de papa, si vous voulez, il a fait encore des enfants. C'était un bon coq. Oui. Mais nous sommes tous 10 enfants. Il y en a, mais il a fait 11, mais il y a une qui est morte pendant la guerre. Alors nous sommes 3 garçons et 7 filles. Enfin, il y en a encore 4 filles qui sont nées là-bas. Et qui sont restés là-bas? Non. Tout le monde est revenu ici? Il y avait 4 enfants qu'il a fait encore là-bas. Et puis voilà. Et puis, arrivé en 1924, après la guerre, alors moi j'étais à l'école là-bas pour apprendre la langue libanais et un peu l'anglais. Le français, je ne parle pas le français. Je ne parle pas d'autre langue que l'arabe et l'anglais. Et un peu le turc. Parce que pendant la guerre, les Turcs qui sont fait l'école là-bas, nous sommes obligés de parler en turc. J'ai parlé le turc. J'ai parlé le grec aussi. Mais j'ai oublié toutes ces langues-là parce que j'étais encore jeune. Je n'ai pas retenu, arrivé ici, parler avec qui. Et puis voilà, en 1924, il y avait sa sœur, elle s'appelle Hélène, ma tante, qui était commerçante qui était là-bas, en San Francisco. Il est mort, mais elle a fait son testament, tous ses biens, c'est pour mon papa. Alors, c'était une chance pour nous de revenir encore avec l'argent qu'il a retouché. Oui. C'était une somme assez forte, et puis on est venu en 1924. Là, je vous rappelle, par exemple, on est venu à un bateau français, de Beyrouth jusqu'à Marseille. On a resté 1 mois et demi à Marseille, et on a pris le bateau Luxor. Alors moi, je ne parle pas le français, je parle l'anglais et l'arabe, c'est tout. Alors avec mon papa, naturellement, je parle l'arabe. Alors pas l'anglais avec qui. Alors arrivé sur le bateau, j'ai connu un copain, même âge que moi. Alors moi, j'avais 15 ans. Et puis, je parlais un peu le français avec lui. Mais je dis yes, no, ouais, good, enfin. Et puis arrivé ici, c'était en 14 juillet, 24. Et puis on a resté, mon père il a cherché un moyen pour arranger pour avoir un petit commerce, fait encore le commerce pour tout. Les commerçants, les Arabes, ils sont commerçants. Et puis nous on restait là ici, avec les enfants, 7 enfants. Vous étiez à Papeete? Papeete, oui, on a loué une maison à la mission. Et puis on a resté là, et puis on est parti avec une toilette pour aller à Ronguiro. Ah, naturellement, elle a pris en crédit une marchandise pour aller avec la compagnie navale. Et puis on est parti au Tontou. Alors moi, je ne parle pas le Pomotou, je ne parle pas le tahitien, je parle l'arabe et l'anglais. Les premiers enfants, c'est moi le garçon, elle est obligé que je donne un coup de main à mon père pour travailler des commerces. Alors, mais je parle l'anglais, c'est tout, et l'arabe. Eh bien, à cette époque-là, il y avait des démis qui sont là-bas, il y avait la famille Nouveau, Pierre Nouveau, oui. Il y a Cordon Bell, il y a le Raoul, Comberrat, il y a tous ces gens-là, ils parlaient français. Alors moi, je n'ai pas aimé beaucoup aller fréquenter un peu les Pomotou. Je préfère fréquenter ces gens pour parler un peu le français. Et oui, pour apprendre. C'est grâce à eux qu'ils m'ont parlé le français. C'est avec eux que j'ai appris le français. Et aujourd'hui, je sais lire et écrire le français. Et je parle un peu le français. Mais pas complètement comme les gens, parce que lui, il était à l'école, il a fait privé, mais tandis que moi, il n'y a pas de privé. Aucun privé. Rien. Aucune prévétitude, aucune. Rien. Et quel commerce vous faisiez là-bas? C'était quoi? C'était le ravitaillement pour la compagnie navale? C'était... Non, c'est-à-dire les commerces là-bas en général. Et on vend les riz, on vend les tissus, on vend de tout.
Alors, moi, par exemple, j'ai écrit, par exemple, du fait avec mon papa. Alors, il faut que j'écris, que je donne, parce qu'il donne le crédit là-bas, à Retour. Alors, quand quelqu'un vient chercher le marchandise... Il faut écrire leur nom. Alors, oui, mais les noms, je demande les noms, alors j'ai écrit les noms en anglais. Alors, j'ai écrit, par exemple, les noms, et j'ai dit en anglais, tout en anglais. Les savons, le sucre, le farine, tout en anglais. Si j'ai le malheur d'écrire, par exemple, un mot qui n'est pas juste, ah là là, moi, les pauvres derrière, il faut apprendre. Il ne faut pas un défaut. Quand j'écris, il faut que j'écris bien en anglais ou en arabe. Si je n'ai pas écrit les noms en anglais, il faut que j'aille en arabe. Mais c'est grâce à mon père que je connais qu'est-ce que c'est, comment faire le commerce. Et votre maman n'était pas trop triste de revenir au Tuamotu? Non, parce que la maman, elle commence à âger aussi, enfin, âger. Elle avait 30 ans, quoi, oui. Oui, 30 ans. Et puis elle parlait très bien le Tuamotu, le tahitien, quoi. Quand il est parti, il parlait pas très bien le tahitien. Ah, ça aidait bien. Alors. Ah, oui, alors, mais eux, quand ils sont été au Liban, pour faire des mots, de faire comprendre quelque chose, ils parlent en tahitien pour que les gens ne comprennent pas. Alors nous sommes revenus ici, voilà, j'ai commencé à travailler avec mon père. Et bien un beau jour, mon père est tombé malade. Et puis moi, j'ai fait le commerce. Alors maintenant, il y avait des rahouis, c'est-à-dire à l'intérieur, chercher les cobras. Alors il a loué un côte. Il s'appelle Michel, Mihera en tahitien. Un côte à voile. C'est Mihera en tahitien. Alors le type, par exemple, c'était mon papa Fahamou, si vous voulez. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, c'est eux qui sont pris en pension chez eux quand j'avais 3 ans, si vous voulez. Et quand nous sommes revenus, c'est toujours eux qui sont venus nous recevoir. Alors, c'est-à-dire, c'est lui, mon professeur, pour m'apprendre comment avoir une navigation à voile. Et comment s'appelait-il? Il s'appelle Théo, en tahitien. Parce que les côtres, c'était des bateaux, c'était de petits bateaux? Oui, des petits bateaux de 5 tonnes, de 7 tonnes, de 9 ans les plus. Il n'y en a pas plus grand, jusqu'à 9-10 ans, mais à 10 tonnes. En bois toujours? Ah bon, oui, en bois. Il n'y a pas de bateau en fer. Ça n'existe pas à Tahiti à cette époque-là. Il y avait beaucoup de côtres déjà à Rangiroa? À Rangiroa, il y en a beaucoup. Il avait à cette époque-là au moins 17 côtres. Mais je ne me rappelle pas beaucoup les noms tous. J'ai retenu quelques mots, quelques noms de ces bateaux-là, mais pas tous. Et puis j'ai navigué avec lui, c'est lui qui m'a appris comment tenir un bar, comment faire les voiles, comment faire celle-ci. Et puis voilà. Et vous avez aimé tout de suite? Ah, de suite, ça m'a duré peut-être 5 mois, c'est tout. Et j'ai appris tout. Et je connais mieux que naviguer à voile, je connais mieux que mes professeurs. C'est moi qui l'ai appris comment naviguer, comment faire serrer les vents. Enfin, j'apprends. C'est moi qui apprends les gens comment naviguer.
Et puis voilà, j'ai navigué aussi dans le lagon. Et puis ensuite, mon père, il a acheté un ancien bateau qui appartient, il a dit à un Chinois. Et puis il a racheté ce bateau-là. Il s'appelle Paranak. Voilà comment il s'appelle. C'était mon cotre, ça. Ah, c'était un cotre aussi. Oui, un cotre à voile, oui. Il avait un mât, et puis deux phoques, et puis un grand voile, et tout. Et puis voilà, j'ai navigué avec ce bateau-là. Et puis quand il commence à Pouli, je suis revenu, entre-temps, je suis revenu ici à Tahiti, j'ai travaillé avec John Lecaille, la famille Lecaille, comme charpentier de marine. J'ai appris un peu de naviguer, le charpentier de marine. Et oui, parce que ça vous manquait, parce qu'un bateau, on a toujours besoin de réparer à un moment ou à un autre. Oui, c'est-à-dire, c'était pendant la guerre de 1936, je suis venu ici à Tahiti pour venir comme garçon d'honneur pour le Taina Gabral. C'est le Philippe Gabral, John Gabral, la famille Gabral. Alors là, je suis venu ici comme sa maman, elle m'aime bien. Il voulait que je vienne ici comme garçon d'honneur pour le mariage de son fils. Alors son fils, il est ici, moi je suis venu. Et c'est la première fois que je connais Tahiti. Depuis 1904 jusqu'à 1936. Quand nous sommes revenus en 1924, je connais un peu Tahiti, mais je ne connais pas. Oui, de 1924 et 1936, pas de voyage sur Tahiti. Ah non. Alors quand nous sommes partis, on est parti avec, il s'appelle le bateau CO Austral. Je me rappelle, j'ai oublié. Enfin, on est parti, c'était un bateau à moteur et à voile. On est parti à Rangiroa avec ce bateau-là. Et depuis, j'ai resté là-bas jusqu'à 1936. Alors, quand je suis venu ici, pendant cette époque-là, mon père, il a pris de commerce, il a pris de marchandises, et puis il commence à vieillir, et puis il n'a plus de commerce. On va à l'intérieur faire le copra. Comme ce métier-là, je n'aime pas. Je voulais apprendre un métier pour moi. Je veux être mécanicien, je veux être quelque chose comme ça. Ouais, capitaine, j'ai mis dans ma tête, je veux être capitaine. Parce qu'il y avait un copain allemand, un vieux allemand, il est marié avec la famille, une dame pétisse. Il est marié, là, ils sont âgés. Alors, il parle bien l'anglais, et puis tout ça, je comprends l'anglais. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a appris la navigation. Et puis, dans un temps, avec Pierre Nouveau, et puis encore des amis, Pétis, compagnie, on apprend un peu de navigation. Nous avons des livres. Moi, j'en ai toujours. Et c'est là que j'ai appris la navigation. Et puis voilà, comme je suis venu ici à Tahiti, je ne veux plus retourner. Je vais apprendre un métier pour moi. Pas de commerce, je n'ai pas aimé le commerce. Et puis voilà, un beau jour, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un embarquement sur un bateau français, il s'appelle Ville de Verdun, comme Saigon Boulanger. Je fais d'ici Nouméa jusqu'à Saigon et Marseille. Et au retour jusqu'à Nouméa, alors à un moment là, mon premier boulanger, il m'a dit, tu sais mon frangin, débarque-toi à Tahiti. C'était en 1939. Pourquoi? Mais à la guerre, il dit non, j'ai aimé la navigation, je vais apprendre le métier, faire les pains, tout ça, être boulanger. Peut-être que je serais embarqué, remplacé. Mais c'était un homme qui m'aimait beaucoup. Il m'appelle Frangin toujours. C'était un jeune homme. Mais vous savez, il a un voix pour chanter tous les matins quand il chante, comme de Tino Rossi, par exemple, la voix de Tino Rossi. Tous les matins, quand on fait les pains, en faisant les pains, on chante. Mais si, parce qu'à cette époque-là, les bateaux, ils prennent comme 10 ou 9 ou 8 passagers pour venir. Oui, pas beaucoup. Non. Mais alors, les bateaux, bon, on fait 5 nuits à l'heure. On fait 2 mois de Marseille jusqu'à ici. 60 jours, en fait. Bon, bref. Et puis, quand il m'a dit, au retour de Nouméa, il m'a dit, Frangin, tu sais, la guerre, ça commence à éclater en Bologne avec l'Allemagne. On demande au commissaire de débarquer à Tahiti, ne plus continuer. Je dis non, je vais continuer. Il dit non, tu ne connais pas la guerre. Nous, on connaît la guerre en mieux que toi.
On t'aime bien, mais c'est pour ça qu'on t'a demandé de laisser à Tahiti. Après, j'étais voir le commissaire de bord, il me dit, oui, je comprends, oui, tu vas débarquer à Papeete. Alors, je me suis débarqué en 1939 ici à Papeete. Et puis, je retourne là-bas. À Tiputa. À Rairua, oui, Tiputa. Je retourne ici avec les parents. Alors, je commence à naviguer, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y avait mon côte, il commence à avoir le pourri. J'ai réparé mon bateau, tiens, pour le bois. Ces côtres étaient en bois. Est-ce qu'ils étaient fabriqués localement? Est-ce qu'on les fabriquait dans l'île? On fabriquait dans l'île, pas dans nous-mêmes. l'île. Oui. Mais alors avec quel bois? Voilà, le bois, c'est le tafano qu'on dit ça. Mais tafano, c'est un langue tahitien, mais les langues, pour tous, c'est kaya, avec tous ces bois. Mais les membrures, on fait avec les taux, les attis, si vous voulez. Ah oui. Les miroirs, oui, avec ça. Et puis, il y avait encore le tohonu, on dit ça. C'est un bon bois pour faire les membrures. Le tohonu. Tohonu, tu connais? Oui, oui. C'est un arbre qui pullule dans les toits. Mais c'est un bon bois. Un bon bois. Mais on faisait sécher le bois quand on débitait. Est-ce qu'on prenait le temps de faire sécher le bois ou on utilisait très vite? C'est-à-dire, pour sécher, on n'a pas besoin de sécher. On fait le bois à ce moment-là, quand on en coupe, avant de faire les bois, les membrures. Oui. 2 mois, 3 mois après, c'est déjà sec. C'est déjà sec. Et puis on fait ça, on fait avec un scie. Oui, à la main? À la main, tout à la main. Et tout à la main? Un hache et puis un rabot. Il n'y a pas d'autre chose. C'est aussi hache et rabot. Pour faire des membrures qui étaient longues, qui étaient épaisses, c'était quand même... Et comment vous les courbiez? Comment vous arriviez à les... Mais parce que quand on coupe le bois qui est en forme de Déjà, membrure. on donne la forme. Ouais. Parce qu'on ne peut pas couper le bois n'importe comment. On cherche le bois qui était en forme de membrure, on le coupe. La longueur, ça dépend. Et il y a plusieurs sortes de membrures. Il y a des membrures qui sont tellement courbes et longues. Courbes. Il y a des membrures qui sont un peu longs. On coupe toutes sortes de bois. Les membrures de l'avant n'est pas le même que les membrures de l'arrière. Plus arrondis. Et n'est pas les mêmes comme les membrures qui est tout à fait derrière. Bien sûr. Derrière le bateau. Alors, pour avoir la quille, par exemple, là, c'est avec les bois de tafano qu'on dit ça, c'est les kaya. Parce que les kaya là-bas, c'est long. Et toutes sortes de grosseurs. Et puis on taille et on met dans l'eau. On reste dans l'eau pendant 3, 4, 5, 6 mois, même 1 an des fois, avant qu'on commence à construire. C'est ça la quille de nos bateaux. Oui, ce qui fait que les bêtes ne s'y mettent pas et qu'elle est protégée. C'est un bois très dur. Oui, très dur. Donc on avait ces provisions dans l'eau, dans le lagon, là, du bois qui attendait d'être utilisé pour la construction des côtes. C'est-à-dire des petits marécagers qui se trouvent à l'intérieur de l'île. Oui. C'est meilleur, ça, on met dedans. Ah, oui. On met les bois dedans, stocker dedans. Pendant 1 an ou 6 mois, ça dépend. Et puis on fait nos côtes comme ça. Et les bordées, alors, étaient faits? Les bordées, non. C'est-à-dire, on cherche les bois ici à Tahiti. On peut commander les bois ici à Tahiti pour avoir les bois. Ça dépend des l'épaisseur que tu voulais, 1 pouce et demi, 1 pouce, 3 quarts, ça dépend. Mais les bois, c'est les bois importés. Et alors on construisait, chacun était capable de construire ou il y avait déjà des gens de métier à Airoa? Vous savez, à l'époque, Tahiti, c'est pas Tahiti comme aujourd'hui. Les gens, c'est pas comme aujourd'hui. Là-bas, tout le monde aime l'un l'autre. Alors quand tu commences à faire ton bateau, ton côte, tout le monde vient donner un coup de main. Tout le monde. Mais alors toi, par exemple, tu vas aller pêcher, faire le poisson avec le hippo, pour nourrir c'est tout. Il n'y a pas à payer, il n'y a pas à payer. Alors aujourd'hui, tout le monde va venir faire mon côte, et prochainement, c'est à toi, ainsi de suite. Mais même pour construire des maisons, tout le monde vient construire, travailler à l'œil. C'est pour ça que tous les jeunes là-bas, tous les jeunes gens là-bas, ils savent travailler. Il n'y a pas un qui ne sait pas. Vous donnez n'importe quoi. Même pour les mécaniques. Ils ne sont pas été à l'école, ils ne sont pas appris à l'école, mais dès qu'ils ont un moteur dans leurs mains, ils demandent pour savoir comment il marche ce moteur-là. Ils demandent et puis ils remontent ce moteur-là, ils savent comment voilà l'endroit qui est en panne, quel endroit qu'il faut changer, l'endroit qu'il faut... Mais je vous dis, une fois, les moteurs à cette époque, enfin, on arrivait comme aujourd'hui, par exemple, tous les petites embarcations, il faut mettre un petit hors-bord. Alors, les moteurs qu'on peut avoir là-bas, il y en a que les moteurs français, Goyou, ça s'appelle ces moteurs Goyou. Alors, les gens là-bas, tout le monde, ils sont des moteurs plus à voile. Ils préfèrent un moteur pour faire petite opération pour aller à l'intérieur. Alors que les anciens, par exemple, ils sont toujours leurs côtes à voile. Alors, on fait 1 jour, 2 jours pour arriver à l'intérieur.
On va aller au milieu de route et puis on dort. Et puis le lendemain matin, on recommence. Et puis on arrive le soir ou le lendemain encore, si vous voulez. Mais maintenant, eux, par exemple, ils ont acheté des moteurs au revoir Goyou. Mais quand ils tombent panne, cette moteur-là, je l'ai vu, mes propres yeux, et j'étais étonné, vraiment. Et personne ne m'y croit, je crois. Et des modes de platine de cette moteur, il n'y en a pas. À Toronto, il n'y en a pas. Alors, ils sont installés, ils sont coupés. Hein. Un morceau dire, on dit ça les Miki, pardon. Oui. Les Miki. Alors, ils sont taillés, cette Miki poids dur. C'est plus dur encore que les Eito que nous avons dit, le poids dur, bois de fer. Alors, ils sont coupés puis faire des platines. Et ils ont fait marcher le moteur et ça marchait. C'est fou. Fait le platine. Il y a une partie, par exemple, qui était abîmée, ils sont mis à marcher, ils sont bloqués, je ne sais pas comment ils ont fait, et fait marcher, voilà. Je vis de mes propres yeux. Jean-Baptiste Pasquini me fait signe de vous interroger encore sur Abraham Salem, sur cette fameuse construction de ces fameux côtres. Quoi qui est pratiquement faite, les membrures sont taillées, les bordées ont été taillées avec le bois venu de Tahiti, la quille a bien trempé, elle est belle. Et avec quoi on leste? Avec quoi le lest? Parce qu'il faut un lest. On met des graviers ou des cailloux. Ça bouge pas, ça ne... Non, c'est-à-dire le bateau, on fait un petit calage à l'intérieur. Et on met tous les graviers ou les cailloux. Mais cailloux, quand on cherche les cailloux, on cherche des cailloux plats, mélangés avec les graviers. Pourquoi avec les graviers? Parce que des fois, tu voulais dormir, il y a la pluie, tu ne veux pas y dormir. C'est le port, tu vas à l'intérieur. Oui. Tu fais ton petite natte, et puis là, tu dors sur les graviers. Comme ça, c'est plat. Ah, parce que rien n'est protégé, il n'y a pas de planche qui recouvre... Non. Il n'y a pas un plancher qui... Non. On met son petit péoué sur le gravier et voilà. Et comment on calfatait alors à l'époque? C'était avec le coton? Avec le coton. Là, le coton, on peut en avoir ici à Tahiti, il n'y en a pas autant. On commande ici pour avoir calfaté. Et qu'est-ce qu'on mettait par-dessus? Rien? On mettait aucun produit Non, il y a des mastiques. Il y a des mastiques. Ah, il y avait des mastiques qui venaient de Tahiti. Ici, à Tahiti. Avec la peinture. Tellement vous avez calfaté, par exemple, toutes les bordées.
Alors tu fais une petite peinture ici, puis tu mastiques. Et tu les peins après, c'est bien. Et alors, et le pont? Il y avait un pont quand même. Oui, les ponts, oui. Le pont était un pont latté, était un pont... En quoi était-il fait, le pont? C'est-à-dire, les ponts, on fait ça avec les bois de Tuamotu, avec toujours des cailles, c'est les plus dur. Toujours. Parce qu'ils sont longs Ouais. et c'est droit, le tout. Ils sont une petite forme, par exemple, être rond un peu ici pour, Oui, pour bomber. pour faire passer l'eau. Passer l'eau, bomber Ouais. un petit peu, oui. Bomber, oui. Mais en fait, avec les bois, alors, les bois importés pour faire des mots dessus. Les bois embordés, et puis on calfate aussi. Et il y avait une petite rambarde sur le côté, il y avait Oui, oui. ou des filières. Qu'est-ce que vous mettiez sur les Une côtes? rambarde. Des rambardes. Rambarde. Et je n'ai vu qu'un côte, moi, puisque c'est maintenant, ça fait partie des choses qui ont disparu. Celui de Jean Tapou, qui était tout petit, mais qui avait une jolie rambarde. On avait l'impression que les propriétaires de côtes aimaient à donner à la rambarde une coquetterie, une élégance, presque sculptée. C'est-à-dire, oui, élégance par exemple, si vous voulez, mais alors pour protéger un peu le passager, il ne faut pas qu'il glisse. Et puis pour mettre les rames de côté, c'est-à-dire on met des ça pour qu'ils tiennent les lames. En cas qu'il est calme, il n'y a pas de vent, on peut ramer aussi avec nos côtes. Mais dans, Oui, ils ne sont pas très hauts sur l'eau alors, pour le- pouvoir ramer. ils sont pas, les côtes ils sont pas hauts. C'est pas haut Ils sont sur pas l'eau, hauts, c'est ils sont ça. pas hauts. Et ça a un grand tirant d'eau. Tirant d'eau, il faut compter dans les 60 ou 80 cm. Ah oui, c'est vraiment fait Ouais. pour les lagons. Lagons, hein, oui. ouais. 1 mètre en tout cas, c'est-à-dire quand il faut 1 mètre, c'est pour naviguer dans l'extérieur. Et vous aviez un bout dehors pour Ah, Beaupré, enfin, oui, Beaupré, oui. un beau pré, oui. Oui, Et qui Ouais. était alors fait là aussi dans les bois des Tuamotu. Oui, dans le bois de Tuamotu. Dans le bois de Tuamotu. Ah, sauf le mât, on ne veut pas aller avec le bois. Alors Le bois avec de quoi Tuamotu. vous le faisiez, Ouais. le mât? Enfin, on commande ici à Tahiti. Ah, vous vous rappelez chez qui vous commandiez? Parce qu'il y a beaucoup de commerçants. À cette époque-là, il y avait Ré qui commandait les bois. Oui. Il y avait encore les compagnies, sociétés grandes qui commandaient des bois. Et il y en a tellement. Il y a beaucoup de commerçants de bois. Même les compagnies navales, les CO par exemple, ils commandaient des bois. Et c'est de là que venaient aussi probablement les boutes, les filières, enfin tout le cordage venait de Tahiti. C'est Tahiti, oui. Tout le Oui, on n'utilisait plus du tout de cordage fabriqué au Tuamotu avec des plantes. C'était Non, parce qu'on ne peut pas faire avec les cordages qu'on fabrique à Tahiti pour les navigations, on ne peut pas. Ça ne dure pas. Et les poulies, les manies, Et les tout ça poulies, tout venait ça, de... non, ça vient de Tahiti. Alors. Mais c'était des poulies en bois à l'époque. Oui, des bois à l'extérieur, mais Oui, avec il y a des dojous, il y a oui. des doudous Bien sûr, en fer ouais. à l'intérieur. Ça, on peut faire, nous, quand ça casse, par exemple, on fabrique nous-mêmes. On fait ça, on peut le faire. Ah, vous fabriquez vous-même? Ah oui. Vous remplacez les joues. Remplacer les bois qui sont à l'extérieur. Et les voiles? Les voiles, on achète les voiles ici, puis c'est nous-mêmes qui faisons nos voiles, c'est moi qui cause. Je suis professeur pour ça aussi. Ah oui, j'ai fait des voiles moi-même. Quand j'étais là-bas, c'est moi qui ai fait toutes les voiles des côtes. Parce qu'il y avait des machines. Avant on couse avec les fils. Mais après, j'ai commandé des machines à des fils spéciales pour coudre les voiles. C'est plus vite. Oui, Mais vous les avez taillées aussi? tailler tout. Tailler tout. C'est pas Ah, c'est difficile. fabuleux, oui. C'est pas difficile. C'est-à-dire, quand tu fais les côtes, par exemple, tu fais les mâts et tu fais les hauteurs des voiles, l'hauteur des ponts jusqu'au bout. Et puis, la largeur aussi à l'extérieur, jusqu'en bas. Et tu fais un cadran filant. Et tu fais ça sur la terre, en terre plate, par Oui, exemple. on fait presque un patron, quoi. Oui. Les dimensions. Alors on met par exemple, quand elle est piquée par exemple ici, et ainsi de suite, comme ça, et puis comme ça, et tout on fait. Et puis on passe la toile par en dessous. Et on coupe. Ah, tu fais numéro 1, 2, 3, ensuite. Numéro 1, tu fais numéro 1. Alors la suite numéro 2, numéro 1, la suite numéro 2, ainsi de suite. 3, sur 3, ainsi de suite. Alors comme ça, tu entends en cause, par exemple, tu mets dedans, et tout. Alors quand ça a tout terminé, alors tu flashes et puis tu fais droit. Et tu plies, tout ça, et tu fais les riz aussi, des trous. Oui, Tout, aussi, tout ça. Tout. J'ai fait tout. Et ça, vous avez appris comment, alors? Puis comme ça arrive Comme ça. Alors, il y avait grand voile, Il y a les phoques. le Ça phoque donne un phoque ou deux phoques, ça ou dépend. deux phoques. C'est tout.
Et alors bon, on monte tout ça, et la barre, le gouvernail alors? Le gouvernail, c'est le gouvernail, on dit avec un morceau de bois. On dit. Et oui, c'est la barre franche, La barre. le safran. Oui, mais ça, c'est des bois du pays. Parce qu'on ne peut pas acheter des bois ici parce que ça C'est coûte trop cher, oui. Alors on peut fabriquer avec les bois du pays. Era que te tahua ma pere ariki Tumu kore No ana te pairu te hina ngaro tere 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 te kuriri tauraro ai paparoa Tumu kore ti te arama tua tua Kohia vaiki, kohili bebe, era que te taua. Era que te taua, ma pere ariki. Le côtre est fabriqué, là, le côtre à voile. Est-ce qu'on le baptise avant de le lancer ou est-ce qu'on le lance avant de le baptiser? Non, on baptise avant de lancer, chez nous. Vous savez, c'est vraiment... À cette époque-là, toutes les populations viennent. Parce que quand tu fabriques ton côte là-bas, ton moto, tu fabriques chez toi, dans ta cour. Même que tu es des 200-300 mètres de rivage. Alors, le moment qu'on va envoyer, par exemple, pour mettre à l'eau, tout le monde vient pousser cette côte-là. C'est comme si rien du tout, c'est comme une petite caisse à outils. C'est tout que c'est quand même. Alors, si vous voyez, par exemple, on met les bouts de cocotier, vous voyez, on place sur la route, et puis on le pousse, et puis tout le monde debout de bateau. Il n'y a pas. Debout, oui, pousse. Alors quand tu arrives à demander, on met des bois, et puis ainsi de suite. On le fait rouler sur des pieds. Sur les machines, les palmiers. Les palmes? Feuilles de coco. Ah, sur les feuilles de cocotier. Alors comme ça glisse un peu et ça n'abîme pas. Ça glisse tout seul. Ça glisse. Il faut en mettre beaucoup en épaisseur? Non, un par un ici, un là, ça suffit, et puis on le pousse. Et Quand on ramasse et on met encore le devant, et puis on pousse. C'est malheureux, par exemple, à cette époque-là, on n'a pas pu filmer tout ça. C'est dommage, oui. Parce que c'était extraordinaire, parce qu'il fallait être des gaillards quand même pour éviter que le bateau ne penche, C'est pas les gaillards, même les enfants, les femmes, ils viennent tenir ces bateaux. Vous voyez, les bateaux, par exemple, il y a les gens, par exemple, de l'avant jusqu'à derrière. Tout le monde tenait debout. Et le bateau ne tient pas. On tient, et puis on pousse. Alors, des fois, on met des cordes, par exemple, pour les gens qui pour devant, pour tirer. Et puis nous, on tenait le bateau, n'est pas poussé. Ouais. Il doit y en avoir derrière aussi pour retenir au cas où ça irait trop vite aussi. Oui. Et ça, 200-300 mètres? Oui, 200-300 mètres, mais même si comme ça tourne, il y a le tournoi. Même pas en ligne droite? C'est marrant à voir. Oui, c'est un événement pour tout le village, ouais. Alors, il est baptisé avant d'être lancé? Oui. Non, c'est-à-dire, on envoie au bord de la mer. Ouais. C'est là les propriétaires aiment les noms et on baptise. Quel nom? C'était le propriétaire choisi. Ça dépend du propriétaire. Peut-être le propriétaire, il a un nom de famille, ancienne famille. Vous voyez, maintenant, je vais citer par exemple quelqu'un de nom. Le mien, il s'appelle Para. Mon professeur, son bateau, il s'appelle Mihera. Alors, il y avait encore Umere Détail. Alors ça, pour traduire en français, je ne peux pas vous traduire. Hein. Alors il y avait encore des détails. L'autre, il s'appelle Anapa. L'autre, il s'appelle Maria Notiao. Il y avait beaucoup de noms. Alors c'est pour ça, par exemple, aujourd'hui, j'ai commencé à oublier les noms, il y a tellement. Bien sûr, bien sûr. Alors on inscrit le nom le jour même, avant de le lancer, c'est inscrit? Ah oui, c'est inscrit. C'est déjà, on a préparé la plaque, là. Oui. Et est-ce qu'on bénit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient bénir? Bénir, ça dépend. Ça dépend s'il y a un prêtre ou s'il y a un catéchiste, par exemple, là, il vient bénir. Ça dépend. Est-ce qu'on met un bouquet de fleurs? Un bouquet de fleurs. Ça, automatiquement. Même les moments où on commence à envoyer au bord de la mer, il y a un bouquet de fleurs devant. Il est garni, le bateau, tout entier. Ah, tout entier, il est décoré. Tout décoré, les fleurs. Même si les mâts, tout ça. Quand il vient au bord de la mer, c'est là qu'on met les mâts. Oui, on lance le bateau sans mâts. On met à l'eau d'abord, parce que les mâts, on ne met pas mettre sur la terre. On ne veut pas. On met dans l'eau, on met à côté le rivage,
C'est là qu'on met les mains. Alors il fait faire qu'est-ce que c'est ça? On dit ça. Les haubans. Big. Hein? Big. Ah, les bigs, oui. Installer les bigs et puis, Et à puis ce là, moment-là, avec c'est plus facile de mettre les mains à sa place. on nisse par exemple, et puis ça, et puis on met déjà les trous. Déjà Les trous. bigs, c'est quoi? C'est pas les haubans? Ce sont non, des pièces de bois qu'on Oui. installe. Comme ça, on dit ça, un ciseau. En ciseaux, en oui. ciseaux, et puis pour que les gens puissent monter dessus et puis orienter après de la big même pour orienter vers le mât. Le mât, oui. C'est ça, oui. Ah oui, toute une construction qui permet aux gens de monter, puis on présente le mât, on le fait descendre et on le contrôle dans sa descente, juché sur ses bigs. Voilà. J'en apprends des choses, Abraham, aujourd'hui. Ah, Qu'est-ce oui. que j'aurais Et tout tellement ça- aimé connaître cette époque. Oui, moi je connais tout ça depuis Oui. ma jeunesse. Je connais tout. Que ce soit pour la navigation à voile, par exemple, c'était mon plaisir. Je préfère naviguer à voile que naviguer à moteur. Bien sûr. Parce que moi, quand j'ai commencé à moteur, j'ai pas aimé beaucoup. On dirait, je suis perdu, je ne sais pas. Je préfère à voile. J'ai habité à voile depuis ma jeunesse et je préfère, même jusqu'à présent, je préfère à voile. Quand je vois, par exemple, ici à la télé, tous ces bateaux à voile, là, les admire. J'adore ça.